Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? Aujourd'hui on va parler de The Last of Us épisode 3, fort logiquement on continue les reviews pour le moment. Un épisode assez long, un épisode qui va diviser, plutôt exacerber des divisions qui existaient déjà pour des choses complètement absurdes, puisque est-ce qu'on pourrait se concentrer sur ce que la série rate et sur ce qu'elle réussit? C'est ce qu'on va essayer de faire, pas trop de propos liminaires aujourd'hui, d'autant que l'épisode est assez long, il y a beaucoup à dire et on est déjà en retard. Pareil, il faut sortir 1h à 4h du matin, il faut sortir la review vu que l'épisode est diffusé à 3. Il y a des gens qui mettent un réveil en plein milieu de la nuit. Ce monde est fou. Ah, peut-être qu'on mérite le cordyceps, nous les youtubeurs, probablement. Et on débute cet épisode par Joel qui fait un cairn. Alors la fonction la plus connue des cairns, c'est de baliser un chemin, mais en ces temps légèrement troublés, post-apocalyptiques, est-ce que c'est altruiste? Est-ce que c'est simplement pragmatique? On est en train de partir à l'ouest, mais au cas où il y a besoin de faire marche arrière, je veux bien voilà, me souvenir du chemin. Ou est-ce que c'est au moins passablement inconscient? Enfin, des gens pourraient te suivre. Joël, tu n'es pas... t'es censé être un peu parano, l'épisode le développera. À moins que ce soit une sorte de monument funéraire pour Tess, puisque, bah voilà, elle vient de décéder et... on n'a pas eu trop de temps pour tourner la page. Donc c'est aussi une des fonctions des cairns. Alors généralement ce genre de forme là c'est plus pour des chemins de randonnée. Bref, on s'attarde pas plus dessus. Et en parlant de la mort de Tess, bah ça cause une ambiance un peu tendue entre Joel et Ellie qui reviendra, même si cette même ambiance se détendra un peu plus tard au cours de l'épisode. Alors il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient. Alors voilà, au-delà de la critique sur la gueule des gens, et ça c'était plus intéressant, du changement de comportement de Ellie par rapport au jeu. Personnellement, alors j'ai du coup dû reprendre les comparatifs avec les cinématiques du jeu, dont je vous montre juste un arrêt sur image ici. J'enlève la caméra, voilà, je cachais le jeu de je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Et c'est surtout ça, voilà, en fait, c'est qu'elle est moins choquée par la violence de Joel dans la série que dans le jeu. Mais est-ce que c'est si étonnant du coup, et est-ce que c'est si choquant comme prise de liberté? Est-ce que c'est si étonnant dans un tel monde qu'une petite fille se soit endurcie, une petite fille qui devient une jeune femme petit à petit se soit endurcie? Le fait qu'elle envoie chier Joël de façon grossière est plus prononcé aussi que dans le jeu, mais c'est aussi présent. Moi j'ai eu la curiosité de regarder quelques minutes. Il y avait des fois, ouais, voilà, des insultes, des grossièretés qui étaient lâchées. Est-ce que c'est un symptôme de son éducation par la Fedra ou plutôt une incohérence par rapport à cette dernière? Ah oui, ça t'apprend plutôt à filer droit. Il y a des moments comme ça aussi, oui, à tes ordres, oui, j'obéirai à tes ordres, presque oui, à vos ordres chef, limite avec un petit claquement de talon, avec un peu de dérision. Donc je saurais pas me prononcer, est-ce que justement c'est par rébellion contre le modèle de la Fedra ou par soumission, ne serait-ce que partielle, inconsciente, oppression intériorisée? Je vous laisse statuer. Bon, bah maintenant qu'on est dans la pampa, on a nécessairement des tons plus verdoyants qu'en ville dans cet épisode, même si on avait vu qu'en ville, bah, la verdure commençait à gagner contre la grisaille, hein. Et ici, ouais, j'aime beaucoup cette image avec le plan, avec le cours d'eau qui... j'enlève la caméra, qui va proposer un miroir de l'image quasiment parfait. Donc il y a quand même pas mal de plans réussis, même si l'épisode aura beaucoup plus de scènes d'intérieur qu'on pourrait le supposer avec cette introduction. Certains le déploreront, d'autres trouveront ce développement intéressant. On y arrive les copains. Dans une ancienne planque de Joel, et ça c'est complètement fidèle à une scène de jeu, Ellie se retrouve face à un infecté partiellement enseveli, alors immunisé ou pas, hein, puisqu'elle l'est. Je trouve tout de même assez téméraire, puisqu'elle peut quand même se faire mordre, qu'elle s'en rapproche pour l'étudier. Alors tiens, avec mon petit couteau, si je mets une petite entaille là, fais voir l'intérieur de ta boîte crânienne. Bon, ouais, t'as juste un petit couteau avec lequel, voilà, elle va être badass, elle va le buter, elle va même pas le signaler à Joel, c'est ah tiens, j'ai trouvé un truc, y a pas de ah au fait, il y avait un, je sais pas, moi j'aurais flambé un peu, ouais, il y avait un infecté, mais t'inquiète, je m'en suis occupé. Ce serait quand même mieux si j'avais des armes, mais bon, je reste avec mon petit couteau, j'arrive à me démerder. Bon. Et on verra, bah voilà, et peut-être qu'elle va gagner le respect un petit peu progressivement de Joel, en se la racontant pas trop aussi. Ça pourrait fonctionner. Ah, puisqu'on parlait de verdure qui recouvrait de la grisaille, Ellie voit vraisemblablement pour la première fois de sa vie un avion dont elle a déjà entendu parler. Elle sait à quoi ça sert. L'occasion pour Joel de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment la civilisation s'est effondrée en 48 heures à partir du vendredi 26 septembre 2003. Des aliments contaminés qui ont été distribués dans le monde entier. Encore un des méfaits de la mondialisation, vous remarquerez.
Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir des alertes un peu plus efficaces en mode ouais, bouffez pas au fait tel truc parce que nous, c'est gaucho la merde pour nous. Peut-être. Bon, ne chipotons pas et consentons à suspendre notre incrédulité. Et voilà le voyage pédagogique qui va pas durer très très longtemps. Et, je voulais pas que tu repasses par là. Bon, elle en fait qu'à sa tête. Et elle constate ce qu'on va apprendre nous, hein, les gens des petites villes qui ont été exterminés par l'armée dans le doute, quand il n'y avait pas en tout cas suffisamment de place pour les garder. Bon bah porteurs de virus apparents ou pas, on va vous exterminer. Voilà, les morts ne peuvent pas propager le virus, donc c'est plutôt cool. Ce qui forcément évoque un petit peu à Joël, ce qui a failli lui arriver et ce qui est arrivé à Sarah, sa fille, dans le premier épisode, souvenez-vous. Et ça va être le début d'un long flashback qui va occuper la majeure partie de l'épisode pour nous présenter d'abord le personnage de Bill. Oui, voilà, celui qui est excellent. Non, il n'est pas exactement comme ça, plutôt dubitatif. Si sa paranoïa a probablement fait de Bill une personne passablement asociale, hein, dans le monde d'avant, elle a assuré inévitablement, enfin en tout cas, ça l'a maximisé ses chances de survie après l'apocalypse champignon. Alors il s'est rendu maître, propriétaire et unique résident d'une petite bourgade, désormais ville fantôme. D'ailleurs, je googlais pour voir est-ce que c'est bien propre de parler de ville fantôme, s'il y a 1 ou 2 habitants. Oui, en fait, s'il y en a très peu par rapport à la capacité d'accueil, ça peut être considéré comme ville fantôme. De même que le syndrome des villes nouvelles. Alors des villes genre par exemple, ah bah ça va être notre nouvelle capitale et on va encourager tout le monde à y aller, et en fait personne n'y va. Donc il y a des cas assez récents, notamment je sais plus quel pays, attendez je vais essayer de retrouver. Alors l'exemple le plus récent c'est celui-là, Nusantara en fait, pour justement remplacer Jakarta comme capitale de l'Indonésie. Alors ils ont encore le temps, c'est 2024, du coup là c'est plus un pré-shot de ville nouvelle passablement inhabitée, ou passablement une population, une communauté urbaine comme on dirait chez nous, un petit peu de Jakarta et des villes alentours, un peu compliquées à déplacer. Enfin bref, l'avenir nous dira si c'est une ville nouvelle, on ne le souhaite pas à l'Indonésie. Un autre exemple relativement récent, Quilamba en Angola, 500 000 habitants prévus. Vous voyez, en plus ils avaient fait un truc un peu concept, et en fait au final ils ont réussi péniblement à faire venir 80 000 personnes en 4 ans, donc voilà, c'est peut-être ce qui arrivera à la capitale de l'Indonésie. Bon, là, je me risquerai pas la prononciation. Bon, je le fais pour vous. Enzenche de Vallecas, je ne sais pas. Ça fait partie, oui, voilà, la promotion immobilière qui... Ah, la crise de 2008, ah, c'est dommage. Bref, et vous vous demandez le rapport avec The Last of Us. Eh ben, il y en a un. Imaginez ces grandes villes prévues pour accueillir des centaines de milliers d'habitants avec personne dedans. Ça doit être une ambiance un peu post-apo. Et pour faire de l'urbex, j'imagine que c'est plutôt cool aussi. Bah, les sites qui ressemblent à du post-apo pour l'urbex, ça marche toujours. Le Gadsden Flag, hein, histoire de nous présenter le personnage, je pense que c'est pas innocent, d'autant qu'on ne le sous-titre. On fait un long plan dessus. Alors, fréquemment arboré par les libertariens, vous savez, les anarcho-capitalistes, ils sont plus capitalistes qu'anarcho, américains. Alors, vu l'ancienneté du symbole, elle peut revêtir tout un tas de... Elle peut être interprétée de différentes façons. Symbole d'indépendance à la couronne britannique, originellement. Ah, le Tea Party, tout ça. Ralliement de l'extrême droite. On l'a vu, hein, surtout sous le Trumpisme, ou simple référence à Metallica, sachant que la chanson elle-même a été controversée. Il disait c'était James Hetfield lui-même, le chanteur-guitariste de Metallica. Oui, je fais plein de digressions. Oui, mes recherches n'ont rien à voir avec la série elle-même, mais on se refait pas. On s'intéresse à plein de trucs. La chanson elle-même est controversée. James Hetfield avait dit l'album d'une manière générale et la chanson en particulier était le pendant patriote à And Justice for All, qui était pour eux un peu plus anti-américain. Ou alors, après en concluant, ouais, c'est quand même le plus chouette pays du monde, donc quand même faut quand même crier sa grandeur. Simplement des gens qui se droitisent un peu en vieillissant. Écoutez, ça arrive, et ici le choix d'une conclusion par rapport au personnage de Bill est laissé à la libre interprétation du spectateur. You're welcome. Alors, est-ce la marque d'un pragmatisme passablement dévoyé, dur de tenir à soi seul une telle ville, même si elle est relativement petite, t'es tout seul, mec, donc c'est compliqué. Ou empathie déficiente, je ne saurais statuer. Paranoïa, à mon avis, hein, dans les deux cas de figure. Bill refuse dans un premier temps d'aider Frank, affamé et tombé dans l'un de ses nombreux pièges.
il a eu raison, il a eu la chance de pas se manger le lance-flamme, l'air de rien. Ah, ça aurait été une relation beaucoup plus expéditive et un épisode plus court. Alors, Frank qui arrive de la zone de quarantaine de Baltimore, qui hallucine devant l'assiette, qui a vu voilà, les 9 autres membres de son groupe mourir les uns après les autres, devant l'assiette qui lui est finalement proposée par Bill, genre de repas qui doit plus trop exister, hein, c'est oui, genre la chasse que tu as réussi à faire le jour même, des rations militaires ou des conserves pas encore tout à fait périmées. Bon, et juste après la bouffe, Frank, bon, on passe un petit peu au piano, et histoire de chauffer, et Frank qui va pécho. Bill, alors on calme tout de suite là les remarques sur le wokisme débridé et le cahier des charges, puisque c'est un élément qui était présent dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'il était suggéré, il n'était pas développé dans le jeu. Alors, vous, si vous voulez pas vous spoiler, avancez de 20 secondes. Dans le jeu, en fait, quand on arrive, Bill est vivant. Par contre, Frank s'est déjà suicidé et voilà, ils se sont disputés. Bon. Est-ce que vous vouliez avoir des éléments nouveaux? Est-ce qu'on va cracher sur un développement de personnage s'il est bien fait? Oui, on crache dessus. Ah oui, mais si c'est un développement bien fait, mais que c'est sur des personnages homosexuels, là c'est le wokisme. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On peut rien faire du coup. Je pense que de toute façon il y aura plein de personnages qui seront un peu plus développés que dans le jeu tout au long de cette aventure. Alors il y a quand même un point négatif que je note, vu comment Bill est présenté comme parano. C'est étonnant qu'il pense pas, vu que ça se fait relativement vite en plus, que Frank essaye de profiter de lui. Oh, un mec tout seul avec une ville et plein de matos et de la bonne bouffe. Elle dit, oh, on va s'installer ici tout de suite mon copain. Objection que, de toute façon, Frank avait pré-shot, au cas où sa petite larme dans la scène précédente n'avait pas suffi à vous convaincre de sa sincérité. Il pourrait être simplement, voilà, acteur studio. Ce qui serait du coup plutôt méta, ouais. Ellipse temporelle, 3 ans plus tard, leur cohabitation semble pas se dérouler sans heurts. Il y a des disputes, mais en même temps, vous êtes bloqué avec tout le temps la même personne, c'est la fin du monde, vous voyez plus jamais quelqu'un d'autre. Et juste une ville qui se délabre un petit peu autour de vous, donc d'où leur dispute sur les travaux. Frank qui se verrait bien de faire une sorte d'Alexandria par rapport à The Walking Dead, alors que Bill est lui partisan de l'isolationnisme, si j'y arrive à cette heure-ci, le plus total. Quelle heure il est? Il est 4h19 du matin, c'est n'importe quoi. Alors, quitte à faire des flashbacks, c'est aussi l'occasion de retrouver Tess. Est-ce que le personnage d'Anna Torv va devenir d'une manière ou d'une autre relativement récurrent dans cette série, du moins dans cette saison, malgré son décès? Bah écoutez, c'est une alternative au fantôme de force, pourquoi pas? Après, l'abus de flashback, ça a donné Naruto, hein, donc au travers de leur rencontre, on n'avait pas ce genre de flashback dans le jeu. On savait qu'ils se connaissaient déjà, hein, Joel et Bill, mais le passé de leur relation, c'est pareil, était plus suggéré. Alors, show never tell, mais là, on show et on tell, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, on comprend ici aussi que le code radio a été élaboré avec eux sur le coup. Donc la musique des années 80, est-ce que c'était pour dire au fait on est en train de se suicider, donc musique des années 80, je ne sais pas. Joel explique aussi à Bill que il va pas maintenir cette ville bien longtemps sans échange avec eux. Le mec c'est en train de se rouiller, ta clôture je lui donne 1 an. Par contre moi j'ai des trucs qui pourraient t'intéresser, toi t'as peut-être des trucs... le commerce, ça te dit quelque chose connard? Le commerce et l'échange ne se résumant pas au capitalisme, bien entendu, Bernard Friot, tout ça. L'histoire d'amour entre Frank et Bill est plutôt mignonne, ici ils sont à 2 doigts de pleurer en redécouvrant le goût des fraises. Alors, autre symbole, quoique plus trivial que l'aspect sécuritaire évidemment, de la nécessité de rompre l'isolation pour échanger, vous savez ce qu'on dit, du superficiel, chose très nécessaire. Ici, où l'irruption de l'oranger se fait un petit peu plus vénère, l'avertissement de Joel prend forme aussi de façon un peu énervée. Ils sont attaqués par des pillards bien équipés, bien armés, mais pourquoi est-ce que... il a un fusil de sniper, on le voit, il a une lunette, ça se recharge comme un fusil de sniper, un coup par un coup. Pourquoi est-ce que Bill prend pas un angle de tir qui l'expose un peu moins? Je suis sûr que dans toute sa putain de ville, il pouvait se mettre dans une baraque, à une fenêtre, enfin faire quelque chose. En plus, voilà, il a le lance-flamme, donc il n'y a pas trop d'urgence. Pourquoi se foutre juste devant eux et les mecs ils y vont à la mitraille, bah oui, à un moment tu vas te faire toucher, évidemment il est touché. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'est pour ça que Sardoche avait inventé ce mème. 10 ans ont encore passé, et ouais, c'est 10 ans de résolution aussi là, pourquoi là d'un coup, voilà, on est de nouveau en HD. Je vais pas m'en plaindre. Et malgré ce que la mise en scène suggérait précédemment, on se disait, ils vont peut-être faire mourir Bill et survivre Frank du coup, et non, les 10 ans ont pas fait vraiment beaucoup de bien à
à celui des deux qui a la barbe la mieux entretenue, on va le dire comme ça, à tel point que Frank annonce à Bill que c'est sa dernière journée. Voilà, je te le lâche comme ça, mon poteau, mon amour, mon ce que tu veux, mon partenaire, il disait dans le jeu de base, je crois, avec voilà, un peu de retenue et un mélange d'amour et de ressentiment. Et donc c'est sa dernière journée, et comment il veut qu'elle se passe. Vas-y, on a eu des mauvais jours, on a eu des bons jours. Vas-y, me prends pas la tête aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Tu vas faire tout comme j'ai décidé, mec. Alors tout, ouais, justement, il y a un rebondissement qui, on verra. Finalement, au crépuscule de la vie de Frank, qui coïncide aussi avec le jour de son mariage, du coup. Plus beau jour de ta vie, ou ouais, c'est sentiment partagé. La lumière se fait, justement en parlant de crépuscule, à nouveau rasante et reprend ses tonalités dorées que l'on aime tant. L'histoire diffère ici pas mal de celle du jeu en développant cette relation. Le point crucial, c'est que Bill aussi se donne la mort. Alors genre, j'ai vu des gens s'interroger genre en mode ouais t'en mets dans son verre, mais en fait c'est pour nous dire que de toute façon t'en as foutu assez dans la bouteille pour tuer un cheval. Alors peut-être que il aurait pas voulu qu'il se suicide avec lui, tu vois, en mode oui vas-y trinque avec moi je me suicide tout seul, alors qu'en fait pour Bill il était hors de question de vivre sans lui. Comme dans le jeu il était hors de question, devenu hors de question pour Frank de vivre avec lui. Écoutez, la réciproque et le renversement, je trouve, est plutôt pas mal. Même si certains, voilà, disent du coup, ouais, pourquoi en avoir foutu dans la bouteille? À la limite, est-ce que t'aurais pas pu le consulter là-dessus? Après, voilà, non, il voulait que tout se déroule comme lui l'avait décidé. Mais voilà, c'était son ultime bafouille. C'est ouais, je mourrai aussi, connard, tu vas faire quoi? Retour au présent, Joël remarque d'emblée les signes d'un entretien récent des lieux, puisque là les fleurs sont en train de se faner à l'intérieur, les bougies sont entièrement consumées, il n'y a plus qu'une flaque de cire, et la bouffe qui a moisi, les restes de bouffe dans les assiettes, enfin bref, il n'y a pas besoin de faire appel à Geralt de Rive et avec son sens du sorceleur. Je suis vraiment très énervé contre Geralt de Rive en ce moment. Je pense qu'il me manque. Et de nouveau plein d'artefacts, c'est pas grave. Alors on a Joël qui prend vraiment, il avait pas eu le temps à part son petit cairn, si c'était ce à quoi ça servait, le contre-coup donc de la perte de Tess, puisqu'on lui parle de, voilà, dans la lettre d'adieu, Bill lui parle de Tess, ouais protège bien Tess, ouais, non elle vient de mourir, désolé mec, et elle s'est sacrifiée pour moi, donc en fait c'est plutôt elle qui m'a protégé sur le coup, donc perte de Tess à laquelle s'ajoute évidemment celle de Bill et Frank qui vient d'apprendre, et peut-être que ça fait revenir aussi des souvenirs de ah oui, puis ça a commencé par ma fille, tout ça. Et il paraît que mon frère, ça se passe pas très bien en ce moment. Même s'ils s'entendent moyennement, Ellie est dorénavant la seule personne qui lui reste. Enfin, il va pas revenir dans sa zone de quarantaine après avoir buté les gars. Enfin, il n'y a pas trop de retour en arrière possible. Avancer n'est qu'une fuite en avant vers quoi on sait pas trop. Et justement, on va se trouver un objectif un peu plus concret. On apprend que Tommy fait partie des Lucioles, qu'il a des ennuis. Alors, est-ce qu'ils connaissent? Salut Satil qui vient vous dire bonjour, évidemment. Tout le monde aime voir des Satil en gros plan. Alors, est-ce qu'il connaît donc le code musical pour savoir qu'il a des ennuis? Comment à 1800 bornes de là? Parce que, en fait, le Wyoming, par rapport à Chicago, dont ils doivent pas être très très loin pour le moment, on leur souhaite bonne route. Mais ça fournit, voilà, un nouvel objectif, comment ça s'appelle? Un nouveau MacGuffin, voilà. Il est humain celui-là. Ça dit, tu es mignonne, mais arrête de te frotter comme ça au bureau, ça perturbe les gens, hein. Bon, et Ellie qui est bavé un peu sur le mur d'armes exposé, oui, en bon survivaliste, hein, Bill, voilà, c'était pas le dernier, et elle va trouver une autre arme cachée ailleurs. Alors l'insistance, mais elle va pas trouver de munitions d'ailleurs. Elle a pas le temps, ça, et, du coup, oui, à part comme objet contendant, mais ça marche moins bien que ton couteau, du coup, hein, mais... alors, donc l'insistance de Joël pour la laisser désarmée, qui est sans doute, au moins là aussi partiellement, nuançons déraisonnable, étant donné la situation post-apocalyptique, les champignons, tout ça, que je ne vous rappelle pas, mais au moins garder une arme d'avance pour elle, au cas où, voilà, dans l'urgence, elle va plus penser à se défendre et à m'aider, pas à me buter moi, même si je me mets fidèle le reste du temps. Enfin, voilà, des ennemis communs, tout ça, ça peut saouler des gens. Et puis, je sais pas, lui, il pense qu'elle est trop maladroite pour lui confier une arme, de lui apprendre. Peut-être. Je suis pas pro-arme, hein, vous me connaissez, mais bon, on n'a jamais connu d'apocalypse champignon. Petit sursaut dans la suspension d'incrédulité, comme on pourrait le formuler. C'est la première fois que Ellie monte dans une voiture. Waouh, c'est ça une voiture, trop bien. Elle comprend même pas le concept de ceinture. Waouh, une ceinture, trop fort. Mais par contre, elle comprend tout de suite le bail avec les autoradios.
Bon, alors après, peut-être des cassettes audio, là on a vu ailleurs, et c'est pas très très différent des appareils qui sont en dehors des voitures. Voilà, raccrochons notre incrédulité. Et l'épisode nous quitte sur la chanson contenue sur la cassette, à pile poil au moment où, au bon moment de la cassette, je sais pas s'il avait été rembobiné, inévitablement Long Time de Linda Ronstadt, comme dans l'épisode 1, la musique qui d'abord intégrée à la mise en scène, à la situation, à la narration, se fait petit à petit extra-diégétique au fur et à mesure que ici la caméra dézoome sur la voiture, elle-même en train de s'éloigner, et cut de fin évidemment. Conclusion, un épisode assez long qui développe ce que le jeu donc ne faisait que suggérer, évoquer. Certains crieront à l'ennui, voire au scandale, le scandale wokiste. Mais quel serait l'intérêt pour celles et ceux qui ont déjà fait le jeu? C'était l'objection justement de ma review du premier épisode. Si la série ne leur proposait pas quelques surprises pour agrémenter le reste du récit, presque trop fidèle à l'original, exception faite des remarques sur la gueule des gens, on va pas refaire le speech là-dessus. Alors certes, les 2/3 de ce 3e épisode étaient superflus, mais dans ce cas-là, tout est superflu, les personnages, les décors, le contexte, le sous-texte. En dehors de l'action, il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça, et enfin ça. Était-ce pour autant un mauvais épisode? C'est pas mon avis, c'est peut-être le vôtre. Peut-être le vôtre sera-t-il différent, peut-être sera-t-il argumenté, peut-être que les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir suivi cette review en ma compagnie, on est un peu plus de 20 minutes, mais il y avait beaucoup à dire. Ciao ciao, et si ce n'est déjà fait, allez voir ma critique, et non pas ma review, avec du montage et tout, sur mercredi, Wednesday, en version originale. Est-ce que c'est pas un peu surcoté? Eh ben vous le saurez en le regardant. Ciao ciao.